Donc, je vous présente aujourd'hui en fait les résultats d'un projet que l'on a mené courant entre 2016 et 2019. C'est un projet donc sur les levures non Saccharomyces. Donc, c'est un projet qui a été mené par les équipes de l'IFV de Vertou et également par l'IFV d'Amboise. Donc, c'est un projet qui a été financé par Interloire et également par les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, Centre et Val de Loire. Donc, pour faire rapidement, je refais juste un petit point sur ce que sont les levures non Saccharomyces, même si vous en avez déjà pas entendu parler, on en a déjà présenté. Donc, les levures non Saccharomyces sont des souches qui sont majoritairement présentes sur le mou. On sait que sur le mou, les souches fermentaires Saccharomyces cerevisiae sont extrêmement minoritaires et elles se développent tout au long de la fermentation, au détriment des levures non Saccharomyces qui sont majoritaires sur le mou et qui disparaissent tout au long de la fermentation avec la montée en alcool. Donc, les levures non Saccharomyces, c'est un vaste groupe de micro-organismes très diversifiés au niveau de la taxonomie et des propriétés technologiques. Et les levures qu'on retrouve le plus en œnologie sont listées en dessous, je ne vais pas vous tout lister. Au niveau des souches qui sont les plus utilisées au niveau œnologique et que l'on retrouve au niveau commercial sont surlignés là en jaune. Donc, il y a les Pichia, Cluveromyces metchnikovia et Torulaspora. Donc, ça, c'est des souches qui sont proposées à la filière en vinification ou en bioprotection, ce que je vous présenterai après. Et ensuite, il y a d'autres souches qui sont beaucoup moins qui ne sont pas majoritaires en fermentation, comme les candidats Isachinskia, et d'autres qui peuvent être potentiellement d'altération, comme Inseniaspora, donc une souche qu'on retrouve majoritairement sur mou, qui peut provoquer l'altération des montées en acidité volatile, et une souche que tout le monde connaît bien, c'est Brettanomyces, qui, elle, intervient en post-fermentation et qui provoque, en cas de développement, un certain nombre d'altérations sur le vin. Ces souches non Saccharomyces, en fait, elles sont utilisées que depuis une quinzaine d'années en œnologie. Et donc, c'est des souches qu'on apprend à connaître de mieux en mieux, qu'on caractérise. Donc, elles ont une aptitude métabolique originale entre les différents genres et espèces. Et elles sont très différentes de Saccharomyces cerevisiae, ce qui peut présenter vraiment un intérêt pour les vignerons pour se différencier par rapport à une fermentation qui serait exclusivement faite par Saccharomyces cerevisiae. Effectivement, un certain nombre de ces souches de non-Saccharomyces peuvent assimiler ou dégrader certains substrats et produire des molécules intéressantes comme le glycérol. Certaines, comme Cluveromyces, sont capables de produire de l'acide lactique. On verra que ça peut avoir des intérêts en œnologie. Et elles peuvent aussi développer des arômes fermentaires identiques ou différents de Saccharomyces cerevisiae. Elles permettent également, dans différentes stratégies, de réduire le taux d'alcool final du vin. Un certain nombre d'entre elles ont une faible production d'acidité volatile, ce qui permet sur le vin final d'avoir une volatile un peu plus basse que si on utilisait exclusivement Saccharomyces cerevisiae. Et de plus en plus, on étudie ces souches-là pour la bioprotection de la vendange. Donc, je vais vous le présenter juste après, parce qu'elles peuvent avoir des interactions et un impact sur le développement des souches, des levures qui sont potentiellement d'altération. Donc, ces souches-là, elles sont utilisées soit en co-inoculation, soit en inoculation séquentielle avec Saccharomyces cerevisiae. Effectivement, ce n'est pas des souches qui vont pouvoir mener toute la fermentation alcoolique. Donc, il faut forcément les utiliser avec une autre en utilisation avec Saccharomyces cerevisiae. Donc, on utilise déjà la non-Saccharomyces sur mou et quelques temps après, on inocule la Saccharomyces cerevisiae pour assurer une fermentation complète.
dans le cadre de ce projet, l'unité de l'IFV d'Amboise a mis en place un certain nombre de tests de caractérisation afin de mieux connaître ces souches, d'une part, et de mieux avoir de paramètres comparables pour pouvoir, pour aider les vignerons à mieux connaître ces souches, d'une part, et à savoir leur intérêt et leur utilisation possible pour leur matrice et leur objectif produit. Donc, ces différents caractères sont le déroulement de la fermentation alcoolique, pour savoir jusqu'à quand elles peuvent résister en fermentation, leur temps de latence, leur rendement sucre-alcool, qui est ce qu'on a dit, qui peut être différent de celui de Saccharomyces cerevisiae, leur production de certains composés, comme l'H2S ou l'acide acétique, et l'assimilation et dégradation de certains substrats. Et également leur tolérance en SO2. Et donc, toutes ces caractérisations mises en place à Amboise vont permettre la rédaction de fiches levures qui vont permettre de compléter les fiches levures qui sont actuellement sur le site de l'IFV et qui pour l'instant regroupent uniquement les Saccharomyces cerevisiae qui sont dans le commerce. Donc d'ici quelques temps, vous pourrez retrouver des fiches présentant les différentes levures non Saccharomyces commerciales. Donc, ces souches, ce qu'on a vu, c'est qu'elles peuvent avoir un intérêt au niveau de la fermentation, mais également un intérêt en bioprotection. Donc, pour faire le lien un petit peu avec ce qu'ont dit mes collègues précédemment, la bioprotection, en fait, elle se rapproche un peu de tout ce qui est le biocontrôle à la vigne. Donc, c'est vrai qu'il y a une demande de façon assez générale sur la filière, sur des pratiques culturelles qui sont plus respectueuses de l'homme et de l'environnement. Donc ça, c'est le parti un peu biocontrôle qu'ont présenté mes collègues précédemment. Mais aussi, au niveau de l'œnologie, il y a une attente sur l'obtention de réduction de certains produits, comme le SO2, pour obtenir des produits plus sains. Donc, c'est ce qui est représenté ici, c'est que ce qu'ont présenté mes collègues, donc c'est la partie biocontrôle avec la limitation des produits phytosanitaires et d'avoir sur le marché d'autres produits pour limiter le développement de maladies. Au niveau du vin ou du mou, on va avoir aussi des recherches de solutions naturelles, donc l'utilisation de micro-organismes sélectionnés pour limiter le développement de levures d'altération, et plus particulièrement d'Enseniaspora uvarum sur mou et de Brettanomyces sur le vin. Donc, les itinéraires, la bioprotection s'inscrit principalement sur des itinéraires de limitation du SO2. De façon un peu plus pratique, donc la bioprotection, donc elle se fait au niveau à la vendange. Effectivement, en fait, le développement des micro-organismes, il va avoir lieu dès qu'il va y avoir libération du jus. Effectivement, entre la baie et le jus, les flores vont extrêmement évoluer, et dès qu'il y a apparition de jus, ça va être un milieu qui va être favorable au développement d'un certain nombre de levures qui sont citées, Candida, Pichia, Enseniaspora, et certaines d'entre elles, comme on l'a dit précédemment, sont potentiellement d'altération. Donc, l'objectif de la bioprotection, c'est vraiment d'occuper par des souches sélectionnées ce milieu afin d'éviter le développement d'organismes potentiellement indésirables. Donc, au cours de ce projet, on a réalisé un certain nombre d'essais en cave expérimentale, que ça soit à Vertou, que ça soit en Amboise. Des essais ont été faits sur la vendange en blanc et en rouge. Donc là, je vais juste vous présenter un premier résultat pour vous montrer notre démarche et les premiers résultats obtenus. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur une même vendange, on a testé un certain nombre de modalités. Donc, soit une vendange, donc la première modalité, sur un itinéraire où on a sulfité la vendange et après débourbage, on a ensemencé une Saccharomyces cerevisiae. Une autre modalité où là, la vendange n'a pas été sulfitée. Et 4 modalités de vendange non sulfitée, mais avec l'ajout de levures de bioprotection.
Donc, l'objectif, c'était d'essayer de voir les différents genres de levures qui étaient actuellement sur le marché pour essayer de comprendre et de voir l'intérêt en bioprotection de ces différentes souches. Donc, on a testé les Pichia, les Torula spura, les Clevieromyces et les Metchnikovia. Donc, suite au débourbage, toutes ces modalités ont été ensemencées par une Saccharomyces cerevisiae pour lancer la fermentation. Pour étudier l'impact en bioprotection de ces différentes souches par rapport aux modalités sulfitées et non sulfitées, on a étudié les populations levuriennes, donc au niveau quantitatif et au niveau de la diversité. Ce qui nous a permis d'étudier un petit peu les développements des différentes levures présentes. Donc, à gauche, vous avez, donc, après pressurage, le niveau de population. Donc, le témoin sans SE2, qui du coup, la modalité sur laquelle il y a le moins de levure. Et ensuite, les modalités soit ensemencées, soit SO2, sur lesquelles les populations levuriennes sont un peu plus importantes. Et au niveau de la diversité, donc le graphique en bas à droite, où là, on retrouve donc en bleu foncé, on retrouve Enseniaspora, donc qui est la souche presque majoritaire dans les deux témoins, que ce soit avec SO2 ou sans SO2. Effectivement, on sait que l'ajout de SO2 va jouer sur la quantité de levure présente, mais pas forcément sur la diversité. Donc, c'est ce qu'on voit dans cet essai-là, c'est qu'on a le SO2 a permis de diminuer la population présente, mais on a à peu près la même diversité avec presque 100% d'Enseniaspora uvarum. Et dans les 4 modalités où on a eu la bioprotection, on retrouve donc dans les différentes couleurs qui correspondent aux souches, le niveau d'implantation des souches. Donc là, on est entre 60 et presque 80% d'implantation des différentes souches, donc ce qui est très bien. Donc, on peut vérifier par ces mesures-là que les souches qu'on a implantées sur la vendange se retrouvent bien sur le jus fin de pressurage. Donc, on voit que les souches assurent bien ce rôle de bioprotection, de limitation du développement des levures Enseniaspora uvarum. Après débourbage, on voit que les populations présentes de bioprotection sont un peu plus faibles et sont très variables en fonction des levures utilisées. Ça va là entre 12 et 50%. Donc, c'est très variable en fonction des souches implantées, parce qu'on sait que toutes ces levures-là ne sont pas forcément les mieux adaptées aux conditions du débourbage, surtout par rapport à la température, alors qu'Enseniaspora uvarum est très adaptée aux conditions de débourbage avec des faibles températures. Et suite à l'ensemencement avec Saccharomyces cerevisiae, on s'aperçoit que 2 jours après l'ensemencement de Saccharomyces cerevisiae, on voit en bas à droite qu'on obtient sur toutes les modalités, à peu près 90%, entre 100 et 80% d'implantation de la Saccharomyces cerevisiae. Donc cela pour montrer que la bioprotection ne gêne pas forcément l'implantation de Saccharomyces cerevisiae, à part potentiellement par Torula spora qu'on voit là, qui est aussi une souche fermentaire, qui fermente presque aussi bien que Saccharomyces cerevisiae et qui reste présente presque jusqu'à la fin de la fermentation. Marie-Charlotte, excuse-moi de t'interrompre, il te reste 1 minute pour conclure. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, sur la bioprotection de la vendange, donc les points acquis, c'est que on a développé un certain nombre de critères pour caractériser ces différentes souches, et que ce qui est important, c'est que actuellement sur le marché, il y a un certain nombre de souches qui sont présentes, donc avec des doses et des espèces utilisées qui sont différentes, donc c'est très lié aux souches. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la bioprotection ne permet que la gestion un petit peu microbiologique des mous et non pas des problèmes d'oxydation. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, pour les rosés, il faut forcément coupler la bioprotection avec une autre alternative pour la gestion de l'oxydation. Et actuellement, donc, on a des projets en cours pour continuer sur ces thématiques-là. Pour mieux comprendre les interactions entre les levures de bioprotection et les levures d'altération, un peu mieux définir les spectres d'action de la bioprotection
et connaître également ce qu'on sait un peu moins, c'est l'impact de la bioprotection sur la qualité de la vin fini. Effectivement, on a travaillé beaucoup sur l'impact des non-Saccharomyces en pré-fermentaire et l'impact sur le vin, où là, on a montré qu'il y avait un certain nombre d'effets, ce qu'on avait aussi étudié sur ce projet-là, mais qu'on n'aura pas le temps de présenter aujourd'hui. Donc, l'impact sur l'aromatique et sur la qualité du vin, et également l'impact de la bioprotection sur le déclenchement de la fermentation et sur le développement post-fermentaire de Brettanomyces. Voilà. On va pouvoir arrêter là. Eh ben, écoute, merci Marie-Charlotte, merci pour le respect du timing. Étienne, ça va être à ton tour. Y a-t-il des questions pour Marie-Charlotte? Oui, alors déjà, je ne prendrai aucune question pour lesquelles j'aurais à prononcer le nom des levures, hein, des souches, donc c'est déjà clair. Ouais, j'en ai une sur, là tu as parlé, tu as ensemencé ensuite avec une LSA. En fait, est-ce que vous avez testé ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un impact en fermentation indigène, en fait, spontanée? Alors oui, on a testé des itinéraires pour les personnes qui souhaitaient faire de l'indigène suite à la bioprotection. Alors ça ne pose aucun problème sur les souches qui sont faiblement fermentaires, comme avec Mechnikovia ou Pichia. Donc c'est des souches qui disparaissent très rapidement. Donc là, la fermentation, les Saccharomyces cerevisiae indigènes vont pouvoir se développer sans problème. Par contre, comme on a vu, par exemple, si on utilise une Tauroïlaspora, qui est une souche très fermentaire, cette souche-là, par contre, va rester implantée presque tout au long de la fermentation. Et là, au niveau des souches indigènes, la compétition va être un peu plus compliquée. Donc, pour ceux qui souhaitent mener une fermentation indigène, il vaut mieux utiliser en bioprotection des souches faiblement fermentaires. Ok, alors j'ai une question, je ne la comprends pas forcément, mais je vais la poser. Est-ce que Cerevisiae est-elle un bon candidat de bioprotection? Alors, ça dépend de l'itinéraire. On a fait des essais. Ça dépend beaucoup de l'itinéraire. La limite de l'utilisation de Saccharomyces cerevisiae ou de toute souche fermentaire, c'est l'étape du débourbage. Si la levure de bioprotection s'est trop développée et qu'elle entame la fermentation, la phase de débourbage va être compliquée. Donc, par contre, c'est une souche qui peut être utilisée, par exemple, je sais qu'elle est utilisée beaucoup sur les vins de base de cognac, parce que c'est un itinéraire sur lequel il n'y a pas de débourbage. Donc, eux, en bioprotection, ils utilisent la Saccharomyces cerevisiae. Et pareil, sur rouge, en macération à froid, c'est des choses qui peuvent être utilisées. Parce qu'on ne va pas avoir de gêne par rapport au développement de cerevisiae et une possible départ de fermentation. Merci. Et sur blanc, on déconseille plutôt si on a une étape de débourbage important, parce que pour l'avoir déjà testé, quand elle se développe beaucoup trop, on n'arrive pas à assurer après, on n'arrive pas à bien piloter le débourbage ou la clarification de façon générale.